Chapitre 5. Le jour se levait, radieux, quand les maréchaux reçurent les 50 chevaliers qui se présentaient pour le combat général. Ils inscrivirent leurs noms. Chacun choisissait sa bannière, mais la composition des deux camps n'en devait pas moins maintenir l'égalité des chances. La règle voulait que le vainqueur de la première journée fût le chef d'une des deux troupes. Le chevalier déshérité reçut donc un commandement. Briand de Bois-Guilbert, qui s'était, après lui, le plus couvert de gloire, reçut l'autre. Vers 10 heures, la plaine d'Ashby fourmillait de spectateurs accourus de toutes parts dès le lever du soleil, et bientôt les fanfares annoncèrent l'arrivée du prince Jean et de sa suite. À son entrée, accompagné de Lady Rowena, Cédric ne fut pas peu surpris et courroucé de voir qu'Athelstan s'était rangé du côté du Templier. Il ne se priva pas de lui faire de violentes remontrances, auxquelles le baron ne répondit qu'évasivement. La vérité, qu'il n'osait pas avouer, c'est que malgré les refus qu'elle lui avait jusqu'ici opposés, il ne renonçait pas à la main de la belle Saxonne, et que son dépit était cuisant d'avoir vu le chevalier déshérité la proclamer reine de la beauté et des amours. Bien plus qu'à prêter à celui-ci l'appui de son bras, il était prêt, à l'occasion, à lui faire sentir le poids de sa hache d'armes. Dès que le prince Jean vit arriver la reine du jour, il s'avança à sa rencontre, ôta sa toque de riche fourrure et lui offrit la main pour l'aider à descendre de son palefroid. Il la conduisit solennellement à la place d'honneur qui lui avait été réservée en face de son trône. Les dames de la cour se rangèrent autour d'elle, les fanfares éclatèrent de nouveau et le héros d'armes rappela, selon l'usage, les règles du tournoi. Un chevalier pouvait se servir de la masse ou de la hache d'armes, mais le poignard était formellement interdit. Tout chevalier désarçonné pouvait renouveler le combat à pied avec un adversaire se trouvant dans le même cas, mais aucun combattant à cheval ne pouvait alors l'attaquer. Lorsqu'un chevalier parvenait à repousser son adversaire jusqu'à l'extrémité de l'arène et à lui faire toucher la palissade, celui-ci était obligé de s'avouer vaincu. Son armure, ainsi que son cheval, étaient à la disposition du vainqueur. Si un chevalier était renversé et qu'il fût hors d'état de se relever, il était permis à son écuyer ou à son page d'entrer dans l'arène et d'emporter son maître hors de l'enceinte. Mais dans ce cas, ce chevalier était vaincu. Il perdait son cheval et ses armes. Enfin, le combat devait cesser dès que le prince Jean, pour empêcher l'effusion de sang, jetterait dans l'arène son bâton de commandement. Tout combattant manquant aux lois de la chevalerie était dépouillé de ses armes et contraint de s'asseoir sur les barreaux de la palissade, exposé aux risées du public. La proclamation achevée, le héros se retira et les chevaliers allèrent se camper sur une double ligne aux deux bouts du champ clos. Spectacle imposant et tout ensemble terrifiant que celui de ces 50 chevaliers aux armures étincelantes, assis sur leurs selles de guerre comme autant de piliers d'airain et dont les magnifiques destriers hennissaient déjà et piaffaient d'impatience. Au signal du « Laissez aller !», les 50 chevaliers abaissèrent leurs lances, puis, les éperons dans les flancs des chevaux, ils foncèrent. Lorsque les deux premiers rangs adverses se heurtèrent au centre de l'arène, le choc fut si terrible qu'il s'entendit à plus d'1 mille. Dès que les nuages de poussière se dissipèrent, on vit que, dans chaque camp, la moitié au moins des cavaliers avaient été désarçonnés. Les uns gisaient sur le sol, incapables de se relever pour reprendre le combat. D'autres, grièvement blessés, quittaient l'arène. Ici et là, le duel se poursuivait, à pied. Quant aux chevaliers qui avaient soutenu le choc, leurs lances rompues, ils avaient dû mettre l'épée à la main. C'est alors que de chaque côté, le second rang, jusque-là tenu en réserve, se précipita dans la mêlée. « Beauséant, pour le temple !» clamait le parti de Briand de Bois-Guilbert. « Desiderado !» répondaient ceux qu'entraînait le déshérité. Un même et furieux enthousiasme jetait en avant les uns et les autres. Sachant bien que de leur propre victoire ou de leur défaite dépendait le sort des leurs, Bois-Guilbert et le chevalier déshérité s'efforcèrent dès le début de se joindre en combat singulier. Mais telle était la confusion qu'à chaque instant, séparés, ils n'y réussirent pas aussitôt. Ce fut seulement lorsque les chutes des uns et les blessures des autres eurent éclairci les rangs qu'ils purent enfin s'affronter, avec tant d'adresse dans l'attaque et dans la défense qu'ils se partageaient les hurrahs des spectateurs et des spectatrices
plus enflammé encore. Le premier engagement n'en tournait pas moins à l'avantage du parti de Bois-Guilbert. Le bras gigantesque de Front-de-Bœuf et la force herculéenne d'Æthelstan exerçaient des ravages. Tous ceux qui s'offraient à leur coup étaient successivement terrassés. Débarrassés de leur adversaire, ils n'eurent alors qu'une pensée, voler à l'aide du Templier, fondre sur son rival, le Normand sur la droite et le Saxon sur la gauche. Le déshérité eût succombé sous ce double assaut si la foule, prenant parti pour un combattant aux prises avec 3 adversaires, dans une lutte inattendue et inégale, ne l'avait averti à temps du danger qui le menaçait. « Garde à toi, chevalier déshérité !» cria-t-on de toutes parts. Voyant le péril, celui-ci déchargea un terrible coup sur l'armure de Briand de Bois-Guilbert. Et dans un brusque recul, s'effaça pour laisser passer en trombe, l'un à droite, l'autre à gauche, Æthelstan et Front-de-Bœuf, qui ne purent arrêter à temps leurs chevaux. Mais quelques secondes plus tard, les 3 adversaires étaient regroupés face à lui. Sans la résistance et la rapidité de mouvement de son destrier, le déshérité eût été infailliblement perdu. Par bonheur pour lui, le cheval du Templier était blessé, et ceux de Front-de-Bœuf et d'Æthelstan donnaient déjà des signes de fatigue sous le poids de leurs cavaliers lourdement armés. Il joua aussitôt de ses avantages avec une suprême habileté, et fit volter son cheval avec tant de souplesse qu'il réussit à tenir ses rivaux séparés et à se lancer tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre, à feindre et à esquiver avant que ses assaillants n'aient pu concerter leur action. Et pourtant, malgré tant d'art du combat, tant d'habiles et promptes manœuvres, peu de chance lui restait d'échapper à la défaite. Déjà les seigneurs de la suite de Jean conjuraient le prince de jeter dans l'arène son bâton de commandement pour épargner à un aussi valeureux chevalier une disgrâce que l'inégalité du combat rendait imméritée. « Non, par le ciel, répondit-il. Ce chevalier qui cache son nom et dédaigne notre hospitalité a remporté le prix hier, qu'il laisse aujourd'hui sa place aux autres. » À peine avait-il achevé qu'un incident imprévu vint changer la face des choses. Dans le parti du déshérité se trouvait un chevalier revêtu d'une armure noire, monté sur un destrier pareillement noir, et dont le bouclier ne portait aucune devise. Il était de haute taille et paraissait robuste. Pourtant, son attitude avait été jusque-là bien singulière. Semblant presque indifférent au combat, il se contentait de repousser les assaillants, n'en poursuivait aucun, n'attaquait jamais. On eût dit un témoin bien plus qu'un combattant, et la foule lui avait déjà trouvé un sobriquet, le Noir Fainéant. Et voici que soudain, à la vue de son chef, en si critique situation, ce Noir Fainéant s'élance en clamant d'une voix de tonnerre « Desiderado, à la rescousse !» Il n'est que temps. À la seconde où le déshérité serre de près Briand de Bois-Guilbert, Front-de-Bœuf l'aborde, l'épée haute. Il va frapper. En un éclair, le Noir Fainéant est sur lui, et le géant roule avec son cheval dans la poussière. Déjà le nouveau partenaire se retourne vers Æthelstan. Ayant brisé son épée sur l'armure de Front-de-Bœuf, il arrache des mains du Saxon stupéfait la hache d'armes que celui-ci vient de lever, et lui en assène un tel coup sur la tête qu'Æthelstan s'effondre auprès de son compagnon. Alors, reprenant son allure nonchalante, jugeant son rôle achevé, le Noir Fainéant regagne à pas lents l'extrémité du champ clos. Le déshérité et Briand de Bois-Guilbert demeuraient seuls, face à face. Désormais, ce fut bref. Au premier choc, le cheval du Templier, grièvement blessé, plia sur les jarrets et Briand de Bois-Guilbert roula au sol avec lui, le pied pris dans l'étrier. Son adversaire, à terre, le tenait à sa merci, mais, plus ému du sort du Templier qu'il ne l'avait été tout à l'heure de celui d'un homme assailli de 3 côtés, le prince Jean lança son bâton dans l'arène et sauva son tenant favori de l'humiliation de s'avouer vaincu. C'est ainsi que se termina le plus brillant tournoi du siècle. Si 4 chevaliers seulement périrent dans la lice, l'un d'eux fut suffoqué sous son armure par la chaleur. Plus de 30 autres, parmi lesquels 5 moururent peu après, reçurent de profondes blessures. La belle et joyeuse passe d'armes d'Ashby, écrivent les vieilles chroniques anglaises. Il ne restait plus qu'à proclamer le vainqueur. Jean voulut que l'honneur de la journée appartint à ce mystérieux Noir Fainéant, sans le bras duquel le chevalier déshérité et son parti eussent été vaincus. En vain lui objecta-t-on que le déshérité avait jeté à terre 6 adversaires et désarçonné leur chef de Bois-Guilbert. Il refusa toute raison, et les héros appelèrent le vainqueur.
À la surprise générale, il ne se présenta pas. Certains l'avaient vu, dès la fin du combat, s'enfonçant lentement dans la forêt, de l'allure nonchalante qui lui avait valu son surnom. En vain les trompettes sonnèrent à 2 reprises. Il fallut bien que Jean reconnût les droits du déshérité. « Chevalier déshérité, puisque tel est le seul nom que tu consentes à faire connaître, nous proclamons que tu as le droit de recevoir des mains de la reine de la beauté et des amours la couronne qu'a méritée ta valeur. Honneur aux braves, gloire aux vainqueurs !» L'enceinte retentissait du cri traditionnel des héros, lorsque les maréchaux conduisirent le chevalier au pied du trône de Lady Rowena. Tous le remarquèrent, il chancelait en traversant l'arène. Enfin, il s'agenouilla sur la dernière marche, et Lady Rowena s'apprêtait à déposer la couronne sur le heaume, quand l'un des maréchaux arrêta son geste. « La tête du chevalier, dit-il, doit être découverte. » Le déshérité murmura d'une voix faible quelques mots qui semblaient un refus, mais déjà le heaume lui avait été ôté. Alors apparut le visage charmant d'un jeune homme de 25 ans. Il était pâle comme la mort et portait des traces de sang. Lady Rowena ne put retenir un cri, puis se dominant aussitôt. « Wilfrid d'Ivanoé, dit-elle. Jamais couronne de chevalerie ne fut posée sur un front plus digne de la porter. » Le déshérité inclina la tête et baisa la main de la reine. Puis il s'affaissa à ses pieds, évanoui. D'abord frappé de stupeur en reconnaissant le fils banni, Cédric s'élança vers lui. Mais les maréchaux du tournoi l'avaient prévenu et enlevé en hâte son armure. La pointe d'une lance avait pénétré profondément dans le côté. Le nom d'Ivanoé ne fut pas plus tôt lancé qu'il vola de bouche en bouche jusqu'aux oreilles du prince Jean, dont le front se rembrunit soudain. « Sire prieur, dit-il, que penses-tu de la doctrine des philosophes anciens sur les sympathies et antipathies innées? Avant d'apprendre qui se cachait sous l'armure de ce Desiderado, j'avais comme senti la présence du fidèle compagnon de mon frère Richard. Ce pauvre Front de Bœuf, s'écria de Bracy, il ne lui reste plus qu'à restituer au déshérité son fief d'Ivanoé. Front de Bœuf est homme à s'approprier 3 domaines semblables plutôt qu'à en rendre un seul. Et d'ailleurs, fit Valdemar, avec ses blessures, notre jeune héros n'est guère en état de disputer le sien à Front de Bœuf. Quoi qu'il en soit, coupa Jean, c'est le vainqueur du jour. Serait-il 10 fois notre ennemi, ou l'ami dévoué de mon frère, ce qui revient au même, notre devoir est de lui assurer tous les soins que son état réclame. Mais quelle est donc, messire, cette Lady Rowena dont on nous rebat les oreilles? Une très riche héritière saxonne, répondit Aimé, une rose de beauté, la plus belle d'entre les belles, un vase de myrrhe et d'aromates. Eh bien, nous veillerons le cas échéant à la consoler, nous l'anoblirons en la mariant à un Normand. Que t'en semble de Bracy? À peine achevait-il qu'un homme de sa suite se présenta porteur d'un billet. De quelle part? Demanda Jean. Je l'ignore, prince. D'un voyageur arrivé, dit-on, de très loin. C'est un Français qui l'a remis. Le cachet montrait l'empreinte de 3 fleurs de lys. Jean ouvrit le pli d'une main fébrile. La lettre ne se composait que d'une seule phrase. « Prends garde à toi, le diable est déchaîné. » Jean devint blême, comme s'il eût entendu sa sentence de mort. « Lisez, dit-il, et il passa le pli à Valdemar et à de Bracy, qui d'un coup d'œil en prirent connaissance. « Peut-être une fausse alarme, dit celui-ci, peut-être même une fausse lettre. Non, mes amis, elle est bien de la main du roi de France, et je reconnais son sceau. Alors, s'écria Fitzurse, plus 1 heure à perdre. Cessons ces divertissements puérils et rassemblons nos partisans, à York ou dans quelque ville du centre. Au plus tôt, fit de Bracy, mais ne commettons pas la maladresse de priver les Yeomen du plaisir attendu. Tout peut s'accorder, coupa Valdemar. La journée n'est pas encore très avancée. Que le concours de l'arc ait lieu immédiatement, et ce troupeau de cerfs sera content. Bonne idée, décida Jean. Et puis, nous avons un compte à régler avec le rustre qui nous a nargués hier. Ce soir le banquet, dès demain les affaires sérieuses. Plus de 30 yeomen se présentèrent pour disputer le prix. La plupart étaient des gardes forestiers, des chasses royales de Nedwood et de Charnwood. Mais lorsqu'ils se furent reconnus, plus de 20 d'entre eux se retirèrent pour éviter une défaite certaine, et il ne resta en définitive que 8 compétiteurs.
Jean cherchait des yeux autour de l'enceinte l'objet de son ressentiment. L'homme était debout à la même place que la veille, avec le même air tranquille et modeste. « J'aurais juré, lui cria-t-il, que ton adresse à l'arc n'était pas à la hauteur de ton insolence. Sauf votre respect, prince, répliqua le yeoman d'un ton paisible. Pour me tenir à l'écart, j'ai une toute autre raison que la peur de la défaite. Vraiment, et laquelle? Ces archers et moi, nous n'avons pas l'habitude des mêmes buts, et je craindrais aussi que votre grâce ne vît pas d'un bon œil le prix remporté, pour la 3e fois, par quelqu'un qui n'a pas l'heure de lui plaire. Quel est ton nom? Dit Jean qui rougit. Locksley. Eh bien, Locksley, tu tireras après tous ces archers. Si tu gagnes, au corps d'argent, au baudrier de soie et à la médaille de Saint-Hubert, patron des chasseurs, j'ajoute 20 nobles. Si tu perds, on te dépouille de ton habit vert et on te chasse de l'enceinte à coups de corde d'arc. Voilà qui guérira ta fanfaronnerie. Ce n'est pas m'offrir chance égale que de m'obliger à me mesurer avec les meilleurs archers de Stafford et de Leicester, avec menace, si je suis vaincu, d'être si indignement traité. Néanmoins, j'obéirai. Un bouclier fut placé à distance considérable, et les rangs tirés au sort. Chaque concurrent avait droit à 3 flèches. Sur les 24 traits, 10 frappèrent le but, et les autres en passèrent si près qu'à telle distance la prouesse était encore belle. Mais le plus brillant tireur avait été le garde-chasse de Malvoisin, Hubert. 2 de ses flèches s'étaient plantées dans le cercle tracé au centre du bouclier. « Alors, Locksley, fit le prince en ricanant, te sens-tu de force ou préfères-tu t'avouer vaincu? Puisque je ne puis faire autrement, votre grâce. Je tente le sort, mais à une condition. Lorsque j'aurai tiré 2 flèches au but indiqué par Hubert, il en tirera une à son tour à celui que je proposerai. Rien de plus juste, accordé. » Et se tournant vers Hubert. « Si tu gagnes, je remplirai ton corps de chasse de sous d'argent. Tout homme ne peut faire que de son mieux. Mon bisaïeul a été l'un des plus fameux archers d'Hastings. Je tâcherai d'être digne de lui. » Une nouvelle cible fut mise en place. Hubert fit un pas en avant, haussa l'arc et banda la corde jusqu'à son oreille. La flèche siffla et alla s'enfoncer dans le cercle intérieur, mais pas exactement en son centre. « Tu n'as pas pris garde au vent, Hubert, » dit Locksley, « sinon tu aurais fait mieux. » Et, tout en parlant, nonchalamment, sans paraître même visé, il lâcha la corde. Il n'avait pas terminé sa phrase que son trait se plantait 2 pouces plus près du centre de la cible que celui d'Hubert. « Par le ciel !» s'écria Jean, l'œil dur. « Gare à toi, Hubert, ou ce sera les galères. » Ce coup-ci, le garde-chasse de Malvoisin tint compte du conseil du yeoman, calcula l'effet du souffle d'air et lança sa flèche avec une telle précision qu'elle se ficha vibrante au cœur du bouclier. « Qu'en dis-tu, Locksley » fit Jean avec un rire de mépris. « J'en dis, » répliqua l'autre sans se troubler, « que je vais faire une entaille à cette flèche. Déjà son trait partait. » La flèche d'Hubert vola en morceaux. Ce fut dans toute l'enceinte une rafale de hurrahs. « Et maintenant, » dit Locksley, en se tournant vers Jean, « je demande la permission à votre grâce de planter un but semblable à ceux dont nous nous servons dans le Nord. » Il s'éloigna de quelques pas et revint, tenant à la main, une baguette de saule d'environ 6 pieds de long, parfaitement droite, d'1 pouce de diamètre. Sans se presser, il se mit à l'écorcer, en confiant à ses voisins que, dans son pays, un archer se serait cru déshonoré de prendre pour cible d'aussi larges boucliers. Mais un but comme celui-ci, ajouta-t-il, en gagnant le bout de l'avenue pour y enfoncer en terre la baguette de saule, qui l'atteint à 30 pas et digne de porter arc et carquois devant un roi, fût-ce devant le grand Richard. Mon bisaïeul, répondit Hubert qui n'en démordait pas, a tiré à Hastings certaines flèches qui lui valut bien de l'honneur, mais il ne se serait jamais avisé de prendre une pareille cible, ni moi non plus. Autant viser un fétu ou un rayon de soleil. Tu te récuses, poltron, pesta Jean. Alors, Locksley, à toi, lance ta flèche. Cette fois, Locksley prit son temps.
Il remplaça la corde, qui n'était plus d'une rondeur parfaite, et vérifia l'arc. Puis il le banda, mesura bien sa distance, lança la flèche. La baguette de Saul se fendit net en son milieu. « Le corps est à toi !» s'écria Jean, tandis que les acclamations retentissaient. « Le corps et les 20 nobles d'or. Je t'en compterai même 50 autres si tu veux entrer à mon service comme archer de ma garde. Que votre grâce m'excuse, mais j'ai fait un serment. Si jamais je prends du service, ce ne sera qu'auprès de votre frère, le roi Richard. Que votre grâce aussi me permette de remettre à Hubert ses 20 nobles. Il ne s'est pas moins distingué aujourd'hui que son aïeul d'Hastings, et si sa modestie ne lui avait pas fait refuser le défi, il en eût, j'en suis sûr, touché le but aussi bien que moi. » Sur ce, ne se souciant pas d'attirer plus longtemps l'attention, Locksley se perdit dans la foule.